Entrepreneur le live, bienvenue sur We Do Biz et merci d'être avec nous cette semaine encore. Eh bien, on va revenir sur l'actualité des entreprises et du business avec notre panel d'entrepreneurs que vous découvrez, que vous continuez de découvrir au fil des semaines. Allez, au sommaire de cette émission, on va parler de ce rapport du Sénat qui propose de taxer les revenus issus de l'économie collaborative. Et la volonté des parlementaires, c'est de chasser des sites, ceux qui font du business, un peu trop de business d'ailleurs avec les Blablacar, les Drivey ou encore Airbnb. Alors, est-ce que c'est un moyen de taxer un peu plus ou est-ce qu'il y a un vrai intérêt? Eh bien, on en parle dans quelques secondes. On va revenir également sur ces bons chiffres du crowdfunding en France. Au premier semestre, le marché français a de nouveau doublé, porté notamment par l'emprunt particulier. Alors, qu'est-ce que ça apporte à des entreprises? Est-ce que les startups aussi, elles vont finir par utiliser uniquement ce mode de financement et abandonner leur banque? Eh bien, on posera la question à nos chefs d'entreprise qui sont sur ce plateau. Et puis, on terminera avec J'aime ma boîte. C'est le 1er octobre dans toutes les entreprises de France. Et cette interrogation, est-ce que le rapport entre le patron et les dirigeants est en train de changer avec cette nouvelle génération d'entrepreneurs? Là encore, on en discute. Bienvenue dans Entrepreneur le Live. Avec nous ce matin, Guillaume Gibaud. Bonjour, merci d'être avec nous. On vous représente encore une petite fois, histoire de dire, mais vous êtes le patron et le fondateur du Slip français. Un slip d'ailleurs français qui s'exporte aux États-Unis, en Asie aussi. Exactement, un slip français qui commence à être vendu dans pas mal de points de vente en dehors de France. Donc on fait encore le gros de notre chiffre en France, on fait 90% en France. Mais c'est vrai qu'on grandit à l'export et c'est vraiment le but, le pied de nez d'aller fabriquer un slip entièrement à la main en France, dans la banlieue de Lille et d'arriver à le vendre au Japon. C'est vraiment le but du jeu, c'est d'arriver à faire d'ici 3 ans plus de la moitié du chiffre à l'export. Eh bien, un gros défi pour le slip français. Et puis avec nous également Didier Riahi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Patron de Justin Temps, qui est le spécialiste de la convivialité, des produits de convivialité au bureau. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, si vous adoptez la Google Attitude au travail, c'est-à-dire de façon un peu sympa, et justement vous parlez de nouvelle génération d'entrepreneurs, ben voilà, on a envie que la vie au bureau ressemble à la vie à la maison. Et vous êtes aussi membre actif du mouvement éthique, porté par Sophie de Menton, et puis qui est justement à l'origine de J'aime ma boîte, dont on va discuter dans quelques secondes. On commence, messieurs, tout d'abord avec ce qu'on pourrait appeler un peu la taxe Blablacar. Ce sont ces sénateurs qui proposent, le rapport est sorti la semaine dernière, d'imposer des revenus supplémentaires supérieurs à 5 000 euros qui seraient issus de sites dits de l'économie collaborative. Alors on pense évidemment à Drivey, à Airbnb notamment. Le but, c'est d'imposer surtout ceux qui font un vrai business avec ces sites. Votre sentiment global à l'annonce de cette proposition, Didier Riahi? Écoutez, moi, ce que je crois, c'est qu'en effet, on voit de plus en plus de sites qui mettent en avant la collaboration et puis voilà, cette économie participative. Et finalement, on s'intéresse à ceux qui ont vraiment énormément émergé, comme ceux que vous avez cités, Blablacar, Airbnb, etc. Donc, au bout d'un moment, quand il y en a trop, peut-être que c'est bien de donner quelques règles. Mais au final, qu'est-ce qu'on a? On a quand même des sites géniaux qui sont en train de révolutionner sincèrement à la fois l'économie, mais aussi la vie des Français et puis des gens tout simplement dans le monde. Moi, je constate juste que ces sites-là, comme Blablacar, ils rendent la vie plus abordable. C'est plus facile finalement de se rendre d'un point à un autre sans passer par le train, la réservation, etc. Ça facilite les choses, c'est plus ludique. Ça permet de créer des liens, c'est dans plein de cas plus écologique. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus rentrer dans un système où on va finalement brider toutes ces nouvelles idées et tous ces nouveaux sites. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais vu l'élan qui a été donné depuis un moment, je pense que de toute façon, rien n'arrêtera cette nouvelle vague. Guillaume Gibaud, est-ce qu'on taxe ou pas un peu ces sites-là? Alors, moi, je pense qu'il faut penser un peu le truc en deux temps. Je pense que clairement, l'élan des sites, il est là, il existe, c'est sûr que c'est une révolution. Les gens vont utiliser ces services, ils vont se développer et c'est absolument génial. Par contre, après, je pense qu'il y a un truc dont il faut se méfier, c'est je pense qu'avec Internet, on a l'impression que tout est un peu gratuit. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui sont, à mon avis, je ne connais pas les stats, mais qui sont peut-être 1% ou 2% des utilisateurs qui vont en faire un vrai business. C'est-à-dire que le mec qui loue tous les jours de sa vie son appartement Airbnb, qui dort chez des potes, ou le mec qui fait plus de 5 000 euros ou 10 000 euros sur Blablacar sur l'année, il faut quand même y aller, je pense. Donc, à partir du moment où ça devient un métier,
je trouve ça en un sens un peu normal que voilà, les législateurs se disent bon bah voilà, c'est des gens qui ont un travail, qui ont un revenu et qui vivent en tout cas en partie de ça. Donc en un sens, je trouve pas ça complètement illégitime. Après, c'est sûr qu'il faut pas que ça vienne brider l'essor et la création de valeur. Mais justement, quand les sénateurs disent effectivement il y a des gens qui font du business avec ça, est-ce que vous croyez finalement à leur sincérité lors de leur démarche, ou est-ce que on se dit finalement c'est quand même aussi encore un moyen de taxer un petit peu plus cette économie? Moi, je pense qu'il y a des gens qui gagnent très 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 bien leur vie en utilisant ce genre de service. Et dans un sens, ça devient des professionnels de ce truc-là. Et je trouve ça, dans le sens où tout le monde paye des impôts sur le revenu, il n'y a pas de raison que ce genre de ligne-là, si elles deviennent importantes, participent d'une certaine manière à une autre. Didier Riahi, est-ce que c'est un moyen finalement de capter cette manne financière? Je sais pas, moi j'entrerai pas là-dedans. Je dirais, j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'en fait il y a des lobbies qui se mettent en place de l'économie traditionnelle sur tous ces business et qui viennent en fait forcer le gouvernement à intervenir. Alors quand ils disent 5 000 euros, comme on a dit, ça ne concernera pas beaucoup de monde, mais c'est venir dire, bon, ok, on a entendu votre message, on va essayer de réguler un peu les choses. Je ne suis pas certain que ça apporte vraiment une manne au gouvernement, mais c'est vrai que il y a des lobbies, les hôtels par exemple, qui disent, attendez, moi j'ai ma fréquentation qui diminue parce que il y a des gens qui se mettent à louer les appartements et donc les touristes ils viennent en France sans passer par nous parce que les taxis payent des plaques pour avoir leur licence et inversement il y a des gens qui se lancent dans Uber et donc au final on est quand même un petit peu obligé d'écouter même si cet élan de toute façon on ne pourra plus l'arrêter. Je crois que le gouvernement il est plus là-dedans en train de dire ok, calmons un peu tout le monde. Mais finalement, le fait même qu'à partir de ces business-là, on parle effectivement d'Airbnb et d'autres, le fait même qu'à partir de ces sites, on puisse faire du business un petit peu plus que un petit peu d'argent à la fin du mois. Est-ce que c'est pas quelque part un travers du modèle de ces sites? Non, moi je pense que c'est aussi un levier qui fait que ça grandit vite et que ça diffuse le service. Je pense que c'est vraiment très profond comme révolution. C'est juste, et je pense que c'est vraiment le rapport au travail qui change en fait. Et c'est la frontière entre vie perso et travail qui change. C'est des nouveaux modes de travailler, de consommer. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que juste une petite perversion de système. C'est juste que on se rend compte, on est en train de créer en fait. Et ces sites-là créent des nouvelles habitudes, des façons de consommer, de travailler. Et je pense que, au final, c'est beaucoup plus en ligne avec notre époque. Et c'est pour ça que, voilà, il faut réguler un petit peu ce truc-là. Il ne faut pas que ça vienne arrêter l'élan. Mais en fait, moi, j'ai le sentiment, quand je regarde un peu de près tous ces sites, finalement, c'est juste des business qui existaient auparavant dans l'économie traditionnelle, mais qui échappaient aussi à cet impôt. C'est quoi? C'est l'autostop, c'est le babysitting. Je veux dire, aujourd'hui, vous faites garder vos enfants, vous faites venir une babysitting qui est dans l'immeuble, etc. Bon, voilà, vous la payez de la main à la main, il n'y a pas d'impôt. C'est les cours à domicile de particuliers. Vous allez à la boulangerie, avant, vous voyez, donne des petites leçons, la petite affichette, etc. C'est le déménagement entre amis, ou tiens, tu viens m'aider, ou je fais venir le gardien qui va m'aider à déposer, etc. Est-ce qu'on peut pas la réguler autrement, finalement, quand la taxe? Aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que ces activités dont on vient de parler, grâce à Internet, se sont démultipliées parce que du coup, on peut mettre en relation des gens qui ne se connaissent pas. Et donc, on a quand même énormément fluidifié le système. Et à la fin, ça crée des sommes considérables qui s'échangent entre particuliers et qui, peut-être, amènent cette réflexion de dire comment on fait maintenant pour qu'il y ait une égalité aussi une justice entre cette économie traditionnelle, ceux qui ont les règles de TVA, de taxes, d'impôts, et les autres qui aujourd'hui n'en ont pas. Donc il faut répondre à ça, mais encore une fois, moi je dis qu'il ne faut pas brider ce nouvel élan. Eh bien, on verra ça, on va suivre évidemment ça, puisque le rapport, on n'a pas fini d'en entendre parler. On va parler de ce deuxième sujet de l'actu cette semaine. C'est donc le crowdfunding, le financement participatif en bon français, puisqu'au premier semestre, le marché français du crowdfunding a atteint, je crois, 133,2 millions d'euros. Donc ça, c'est des chiffres de financement participatif France qui regroupent tous ces acteurs de cette économie sur le territoire. Ça confirme d'une part l'envol de ce mode de financement. Donc on connaissait finalement pas l'existence il y a quasiment 5 ans. Et dans ces chiffres, on se rend compte que c'est surtout ce qu'on appelle le crowdlending, donc le prêt à partir de particuliers qui fait décoller justement ces chiffres-là. Qu'est-ce que ça apporte, Guillaume Gibaud? Je sais que vous utilisez beaucoup le crowdfunding pour le slip français. Qu'est-ce que ça apporte une entreprise de passer par ce mode de financement? Alors déjà, le crowdfunding, en fait, en France, effectivement, on ne comprenait pas bien ce que c'était parce qu'on avait la vision vachement restreinte de se dire le crowdfunding, c'est je vais filer 100 000 euros à une boîte et je vais avoir des parts en échange. Le crowdfunding, c'est aujourd'hui vraiment 3 grands trucs.
Le premier, c'est le don contre don. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait, nous, avec le site français. C'est-à-dire on donne 100 euros, 1000 euros et on préachète quelque chose que le site nous propose. Ensuite, il y a effectivement le crowdfunding. On met 1000 euros en échange, on a des parts d'une boîte. Ça, voilà. Donc ça, c'est toujours pas celui dont on va parler aujourd'hui, mais il y a ces deux leviers-là. Et le troisième, c'est effectivement tout ce qui est prêt aux entreprises. Donc là, on met 1000 euros qui va être utilisé, prêté dans un cadre d'un produit bien identifié. Donc et déjà, en principe, on les retrouve. En principe, on les retrouve. Alors après, effectivement, il y a des risques. Mais... Donc vraiment, déjà, il y a ces trois trucs-là. Et c'est vrai qu'en France, on avait un peu la masse du crowdfunding. À chaque fois que les gens mettaient de l'argent, ils disent, mais du coup, je suis actionnaire. Beaucoup de choses dans ce mot-là. Voilà, on mettait tout dans le seul spectre de l'actionnariat en face d'un virement d'argent. Et c'est vrai que c'est pas très clair. Donc déjà, il y a déjà ces trois trucs-là. Après, effectivement, donc, je crois qu'on a un des marchés les plus dynamiques en Europe. Je crois qu'on est peut-être même devant l'Angleterre sur les trois leviers. Et effectivement, en France, on a des bons acteurs. Et le levier de l'emprunt et des prêts aux entreprises, c'est quelque chose qui fonctionne de plus en plus et toutes les plateformes s'y intéressent. Je crois que c'est Uniland, le premier, un des premiers en France. C'est sûr que c'est un levier qui peut être super intéressant puisque on passe par beaucoup moins de filtres et on a beaucoup moins de contraintes que quand on passe à la banque. À la banque, il faut une radiographie sur 3 ans, il faut avoir un debt ratio sur fonds propres qui est bon, il faut être rentable. Vous avez de l'argent plus facilement, c'est ça que vous êtes en train de dire. Voilà, je pense qu'on peut avoir de l'argent beaucoup plus facilement avec ce genre de levier. Et puis, je pense que c'est sûr que ça ramène aussi les liquidités de tous les particuliers qui sont en banque, peut-être plus directement vers les entreprises. Et justement, est-ce que le particulier, Didier Rayet, il va pouvoir un jour remplacer la banque ? C'est un peu ce que j'allais dire, là, ce que tu as dit à la fin, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que ça recoupe un peu justement ce qu'on a dit tout à l'heure sur le sujet précédent, c'est que finalement on a une économie traditionnelle qui est la banque, qui est complètement dépassée aujourd'hui par ce qui arrive, par ce nouvel élan, et on a des gens qui se financent entre eux, qui font du business entre eux en allant 10 fois plus vite, en inventant plein de nouvelles choses, et puis tu as la grosse machine, c'est un peu le taxi contre le Uber. C'est la ubérisation de la société et qui fait qu'aujourd'hui les banques sont complètement dépassées en termes de services, en termes de convivialité. Parce que c'est long, parce que c'est fastidieux. Parce que c'est long, parce que c'est processé, parce que c'est impersonnel, parce qu'en plus il y a aussi dans les banques un côté maître d'école, on t'explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On a toujours l'impression de passer un examen quand on va à la banque, on a l'impression qu'on va se faire un peu engueuler, alors que bon, au final, on vient juste donner notre argent. On est client. Et voilà, on est client et on a l'impression que c'est ça la question, c'est passé. Est-ce que c'est finalement aussi parce que les banques ne jouent pas leur rôle ? Est-ce que vous, par exemple, pour juste un temps, vous avez eu à un moment donné du mal à emprunter de l'argent auprès d'un conseiller bancaire ? Elles jouent leur rôle. Elles ont pris le lead sur les entreprises depuis des années, c'est-à-dire que c'est elles qui décident. C'est-à-dire quand tu vas voir ta banque, elle te dit je vais te prêter ou je vais pas te prêter, puis tu vas me montrer tes documents, etc. Donc quelque part, on était soumis à sa décision. Aujourd'hui, on a la chance maintenant d'avoir un jeu de concurrence qui naît et qui va leur demander à elles de se réorganiser complètement, c'est-à-dire de la même manière qu'on a vu les taxis tout d'un coup laver leur voiture, être plus aimables, ouvrir la portière, ne plus nous engueuler, etc. Parce que en face on a Uber, on va avoir une banque qui accueille, qui est sympa quand on arrive, qui propose un café. Je sais pas si c'est déjà arrivé chez vous, mais moi je suis jamais rentré dans une banque où on m'a proposé quoi que ce soit. Voilà, et où on va enfin se mettre à prêter. Parce que vous leur avez pas vendu de café, c'est pour ça. Sans doute. Mais donc voilà, je crois que ce nouvel élan va aussi transformer les banques. Et est-ce que malgré tout, pour terminer là-dessus, est-ce qu'il n'y a quand même pas finalement aussi une limite de ces opérations ? Je pense notamment à GameGebo pour ces entreprises. Est-ce qu'on peut tout financer avec le crowdfunding ? Je pense que ce qui est compliqué avec le crowdfunding, c'est que on met aussi une dimension de communication là-dedans. C'est que forcément, on va mettre un projet, même si on est dans un truc super standardisé, je veux un prêt, c'est sûr qu'on s'adresse du coup à pas mal de gens différents qui vont devoir mettre dans le projet. Et je trouve que ça peut être un levier intéressant, mais je me dis, si on le fait... moi, je vais beaucoup à la banque. J'emprunte beaucoup de sous à la banque tout le temps. Je me dis, si on communique donc vous passez par la banque quand même. Je pense que clairement, il ne faut pas opposer les deux. Il faut faire les deux. Et puis quand on est entrepreneur, de toute façon, on cherche des sous partout. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Mais donc, moi, je garde la banque et je pense qu'ils sont encore là pour pas mal d'années. Donc, on va continuer à bosser avec eux. Est-ce qu'ils sont pas un peu sensibles parfois quand vous faites des opérations de crowdfunding, vous allez chercher de l'argent ? Je pense qu'ils sont pas... Ils ont pas la vision globale. Non, ils le savent. Mais je pense pas qu'au cas par cas des boîtes... mais c'est vrai que je me dis que si je devais tous les 6 mois aller mettre un dossier sur Uniland pour aller chercher de l'argent, je me dis que quand les gens qui participent au bout d'un moment ils se disent mais
quand même, on prête beaucoup de sous, alors qu'en plus de ça, eux, à leur échelle, ils vont peut-être mettre 5 ou 10 000 euros, ils auront l'impression que c'est beaucoup d'argent, et ça l'est, mais par rapport à la banque, les positions de la banque, c'est sûr que c'est pas le même type de risque. C'est quoi la moyenne des sommes que vous levez via ces plateformes? Alors, nous, on a vraiment fait que du don contre don, c'est-à-dire que du préachat, on disait, voilà le projet qu'on veut faire, mettez-nous de l'argent dans le projet si vous voulez recevoir ce produit, et nous, on en a fait 3. On a fait une première à 20 000, une deuxième à 140 000 euros avec le bonnet du Téléthon l'année dernière. Et là, on en a fait une pour les États-Unis, on a fait 45 000 $ au mois d'avril sur Kickstarter. Et est-ce que est-ce que c'est aussi finalement le crowdfunding une habitude d'entreprise, on va dire, la nouvelle économie ou nouvelle génération? Est-ce qu'avec vous, Didier Riahi, vous penserez, vous, à jour, par exemple, passer par ces plateformes-là? Juste attends le rappel à une dizaine d'années, c'est ça, un petit peu plus 25 ans en fait. 25 ans, ah oui, j'étais assez loin. Mais je m'en occupe depuis 3 ans, donc c'est peut-être la moyenne des deux qui dire 10 ans. Je ne sais pas si une entreprise comme la nôtre pourrait rentrer dans ce type de financement, mais en revanche... moi, je sais pas toi, mais je sais qu'on est entrepreneur presque pour la vie, donc on peut faire d'autres choses. Il y a une dimension de projet, il y a une dimension de storytelling quelque part. Il y a une dimension de projet, même de réflexion, de pensée. On pense autrement maintenant la création d'entreprise, on pense autrement tout ce qu'on vend. Et c'est ça qui est génial avec cette nouvelle vague, c'est que oui, on se dit finalement on peut monter des entreprises en faisant appel au crowdfunding, donc peut-être que je vais pouvoir tenter ça, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. On est moins jugé, semble-t-il, on a plus de capacité de créativité, et d'ailleurs j'ai l'impression, et je le lis partout, la France est un super tremplin pour réussir aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Ça c'est quand même assez génial, on s'y attendait pas trop. Mais c'est vrai qu'on a des réussites à la fois dans les applis, dans l'internet, dans toutes dans le slip. Notamment dans le slip. Voilà. Et justement, en un mot pour terminer, qu'est-ce qui compte le plus quand on fait ce genre d'opération? Est-ce que c'est le produit qu'on va faire financer, ou est-ce que c'est l'histoire qu'on va raconter autour de ce produit qu'on va financer? Moi, je pense que malheureusement pour nous, c'est l'ensemble, c'est que c'est un vrai projet clé en main, et du coup, aussi bien le fond, la forme, comme c'est quelque chose qu'on expose au public, il faut convaincre en fait. Et c'est pas juste le banquier qui va rentrer le dossier dans ses métriques, c'est vraiment créer un truc clé en main avec des jolis visuels, bien raconter, les jolis mots, le bon timing, le bon montant, la bonne façon de le présenter. C'est quelque chose de vachement plus complet, c'est plus exigeant, je pense. Mais c'est super aussi parce que ça permet ensuite d'accélérer. Et comment on fait quand on se plante? Je touche du bois, pour l'instant, c'est pas pour l'instant, c'est pas arrivé. Je pense qu'on se rattrape, comme d'habitude. Très bien, merci de votre participation sur ce sujet, et évidemment on va beaucoup en reparler puisqu'on aura notamment les chiffres du deuxième semestre d'ici début d'année prochaine. Donc sur WeDoBiz, on va beaucoup parler de ces financements participatifs. On termine cette émission avec J'aime ma boîte, une opération qui a lieu le 1er octobre, donc c'est dans d'ici une dizaine de jours, une semaine. Alors les entreprises, j'imagine que vous connaissez tous le principe, sont invitées, on va dire, à réunir leurs salariés autour d'activités, de moments de convivialité pour célébrer leur entreprise. Une opération qui a été lancée il y a combien de temps, Didier Riahi? Alors ça a 11 ans aujourd'hui, J'aime ma boîte. C'est la 11e édition là. Oui, c'est la 11e édition. Et à ce moment-là, après 11 ans, finalement, quel bilan on fait? Et est-ce qu'on se dit, aujourd'hui, à quoi ça sert 11 ans après, alors que l'économie a globalement changé? Pourquoi est-ce qu'on continue de célébrer son entreprise? En fait, c'est pas qu'on continue, c'est que il faut vraiment le décupler, à savoir que l'entreprise est, depuis un moment, assez décriée partout, parce qu'on entend, avec la crise, plein de choses sur son rôle. Alors qu'on voit plein de nouveaux entrepreneurs qui sont super, plein d'élan, plein de talent, plein de générosité, y compris avec leurs salariés, et qui font qu'en fait l'entreprise devient vraiment un lieu d'échange, de lien social fantastique. Et donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est fêtons chaque année au moins une fois cette entreprise en lui disant je t'aime. C'est pour ça qu'on dit j'aime ma boîte, parce que en réalité on s'en rend compte dès qu'on interroge les Français sur qu'est-ce que vous aimez dans votre entreprise. On se rend compte que ils ont connu leurs meilleurs amis là-bas, pour certains ils ont connu leurs femmes, qu'ils y passent finalement 10 heures par jour, donc ce qui est 80% de leur temps, qu'ils rencontrent des collègues qui vont jouer au foot, au tennis, au squash, au machin. Donc, mais est-ce que dans cette fête-là, je suis volontairement provocateur, mais est-ce que dans cette fête-là, il n'y a pas aussi un côté un peu hypocrite, parce que dans des grosses organisations, dans des grosses boîtes, aller faire semblant de parler avec Marie-Claude de la compta alors qu'on l'a jamais vue finalement, elle est au 3e étage, est-ce que c'est encore un intérêt aujourd'hui? Moi, j'ai toujours considéré déjà grande entreprise, PME, pour moi c'est deux mondes à part, mais bon, de toute façon... Mais au départ, J'aime ma boîte, c'est quand même plutôt adressé aux grandes entreprises.
Oui, mais en même temps, éthique, c'est un mouvement qui, en fait, s'oriente vers les entreprises à taille humaine. Tout à fait. Donc, le j'aime ma boîte, c'était pour dire, dans n'importe quelle entreprise, il y a un moment donné où on peut se dire la vérité. En fait, c'est qu'on s'aime. Et moi, je le vois dans mon entreprise. J'imagine que chez toi, c'est pareil. Mais tous les entrepreneurs que je rencontre, il y a une proximité qui s'est installée entre les entrepreneurs et leurs salariés, qui est devenue vraiment presque une nouvelle marque de fabrique. Donc voilà, on fait la fête ensemble, on s'amuse, on s'invite, on rigole. Il n'y a plus ce rapport hiérarchisé, un peu antipathique de cette ancienne économie. Et donc, au contraire, moi, je crois que le j'aime ma boîte, nous, en tout cas, on y est très, très attachés. Justement, Guillaume Gibaud, est-ce qu'on fête notre entreprise au slip français? Est-ce qu'on fait j'aime ma boîte? Moi, j'espère que tous chez nous, ils disent j'aime ma boîte. En tout cas, encore une fois, je pense qu'on est en train de créer. C'est quelque chose de tout nouveau. Donc, chacun amène sa pierre et je pense sa bonne humeur. Et je pense que le rapport au travail est clairement beaucoup plus facile en fait. En tout cas, moi vraiment, je prends l'exemple de chez nous, mais la moyenne d'âge est de 25 ans, on est tous impliqués dans un projet qui nous plaît, on a la chance d'avoir une bonne énergie et je pense qu'on a un rapport au travail qui est exigeant parce que voilà, on a des ambitions, on bosse pas mal et on avance, mais c'est vrai que il y a plus de liberté et je pense que c'est un rapport plus sain et qui est vraiment ancré dans son époque de se dire le travail, ça fait partie de ma vie. Il n'y a pas de raison que ce soit un moment chiant, surtout effectivement quand on y passe 18 ou 10 heures par jour. Et il faut que ce soit épanouissant. Il faut savoir que nous, on a vraiment beaucoup de données chiffrées qui viennent démontrer la pertinence, notamment de cette action qui a lieu une fois par an de cet événement. Mais surtout, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle se diffuse, elle se propage tout au long de l'année dans l'entreprise. On a des chiffres très parlants sur l'intime relation entre convivialité en entreprise, donc le fait de faire des événements qui montrent qu'on aime son entreprise, et la performance des salariés. Autrement dit... un salarié heureux est un salarié productif. Ouais, exactement. Et on dit même des salariés heureux font des clients satisfaits. Donc ça va même plus loin. Et aujourd'hui, c'est plus le client est roi. Vraiment la devise de l'entreprise telle qu'on l'entend, c'est le salarié est roi. Et donc ça veut dire que, parce qu'on se rend compte qu'un salarié roi, c'est un salarié qui travaille plus, qui travaille mieux, qui est plus fidèle, qui adhère plus au projet, et donc chez qui les clients vont reconnaître dans cette entreprise toutes ses vertus, toutes ses valeurs, et donc vont faire que eux-mêmes, les clients vont rester plus fidèles, plus attachés à cette entreprise. Et est-ce que le rapport entre les patrons et les salariés a changé ou est en train de changer justement avec cette nouvelle génération d'entrepreneurs? Je pense notamment à Guillaume Gibaud. Est-ce que finalement vous managez vos salariés différemment que si vous étiez manager dans une grande tour à la Défense pour une grande boîte internationale? J'espère que non. J'espère que je les managerai de la même manière. Je pense que c'est vraiment aussi une question de personnes et de génération. Je pense que il y a autant de managers que de personnes, que de patrons différents. Et je pense que c'est aussi ce qu'on a envie de faire, le projet qu'on vend, c'est aussi comme ça qu'on recrute. Et je pense qu'on crée un moule et un schéma chez nous, dans chacun de nos boîtes. Et je pense qu'il y a des bons et des mauvais. Mais on sait que dans ces petites boîtes-là, il y a une culture très particulière, il y a une approche très particulière du travail, du salarié, etc. Ouais, non, c'est sûr. Mais encore une fois, je pense que c'est pas aussi juste le patron qui décide. C'est aussi les gens qu'on embauche. Est-ce qu'eux, ils ont envie d'être dans cette dynamique-là? Est-ce qu'ils proposent? Est-ce qu'ils ont des idées? Est-ce qu'ils osent? Est-ce que quand ils ont été moins bons un jour ou pas efficaces, est-ce qu'ils viennent plutôt le lendemain? Enfin, c'est ça. En fait, je pense que c'est à partir du moment où on est intégré dans un projet, c'est plus le patron et les salariés. C'est une équipe. Alors il y a un chef d'équipe parce que il faut quelqu'un qui conduise le camion. Mais je pense que c'est comme ça que je le vois chez nous. Il y a un côté presque un peu familial, en fait. Et dans une famille, parfois, ça gueule. Quand il y en a qui ne vident pas le lave-vaisselle ou un mec qui fait des conneries, ça gueule. Et c'est comme dans une famille. Et je pense que c'est un bon parallèle. Je pense qu'il y a aussi une autre dimension qui est entrée vraiment dans la tête de cette nouvelle génération. C'est que, en fait, l'espoir est né dans toutes ces petites entreprises. C'est-à-dire qu'avant, tu voulais un jour rentrer dans une grande entreprise, tu voulais faire carrière dans une grande entreprise, il fallait que tu ailles à la banque, il fallait que tu ailles chez L'Oréal, chez Danone, chez Nestlé, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 10 ans, les plus grosses capitalisations mondiales, elles n'existaient même pas. Donc, c'est les Facebook, c'est les Google, c'est les Uber. Donc, en fait, aujourd'hui, on a peut-être...
ici avec nous quelqu'un qui sera à la tête d'une des plus grosses capitalisations mondiales boursières, alors qu'il y a 20 ans, jamais on n'aurait imaginé qu'il y ait autant d'entreprises qui partent de rien et qui se retrouvent si haut. Et donc, finalement, les gens, ils ont envie d'aller dans ces entreprises. Et oui, du coup, la culture, tout le monde s'y sent associé. On fait partie du truc. Moi, j'étais au début chez Google, j'étais au début chez Facebook, j'étais au début dans le style français. Et donc, on y va. À l'histoire de l'entreprise. Et donc, quelque part, on est un peu associé. C'est-à-dire que voilà, il y a cette dimension que le salarié il est associé à la réussite. Et justement, des entreprises un peu plus importantes, en type moyenne, etc., comment est-ce qu'on recrée des notions d'attachement, de corporate, notamment à l'heure où aussi il y a de plus en plus de salariés mobiles, de freelance, etc. Ça, c'est un vrai enjeu aussi pour J'aime ma boîte. Nous, ce qu'on voit alors dans J'aime ma boîte et dans Juste à temps, donc, qui est l'entreprise, qui est mon entreprise, en fait, déjà à l'intérieur, nous, on essaye d'être le plus convivial possible, c'est-à-dire qu'on s'applique à nous nos propres valeurs. Mais moi, je vois même, parce que nos clients sont des grosses boîtes, je parlais des Danone, des Nestlé, des L'Oréal, etc. C'est aussi nos clients. Les banques aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un renouvellement dans cette façon de travailler. Et donc, même ces grosses boîtes viennent à la convivialité, à la culture du hamac, du siège de massage, de la salle de jeu, tout le monde a envie d'avoir un open space à la Facebook ou à la Google. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça compte, ça ? Ah, ça compte terriblement. Moi, je peux vous dire que je le vois et quand je me balade chez mes clients, les gens ont l'air heureux. Bon, écoutez, très bien. Si dans toutes les entreprises on est heureux, on s'en rappelle, c'est donc le 1er octobre, l'opération J'aime ma boîte. On termine cette émission, messieurs, avec un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule, quelque chose dont vous aurez envie de nous faire, partager. Didier Riahi, on va parler de café. Ah oui, moi je ne veux plus qu'on paye son café quand on arrive dans son entreprise. Voilà, on ne paye pas dans son entreprise de café. Normalement, non. Chez mes clients, on ne le paye pas. Mais je crois que voilà, le premier step de la convivialité en entreprise, c'est que quand on vient le matin travailler, je ne vois pas pourquoi on devrait sortir une pièce et payer son café. Quand on a une entreprise avec 400 ou 500 salariés, c'est quand même pas facile de leur offrir des litres et du café tous les jours. Écoutez, c'est un vrai coût. Quand vous avez quelqu'un qui vient chez vous, la première chose que vous dites, c'est « Est-ce que je t'offre un café ?» Bon, quand il y a des gens qui passent 10 heures dans la journée pour bosser à leur bureau, pour le compte de ton entreprise, tu peux payer un café, quoi. C'est le minimum. Bon, très bien, c'est noté. Guillaume Gibault, le coup de cœur ou le coup de gueule ? Moi, on offre le café au slip français, donc ça va. Déjà, ça va. Le slip au salarié. Mais en plus, c'est vrai, on leur offre le premier jour, on a un petit kit d'arrivée avec un slip et 2-3 petites choses. Très bien. Moi, mon petit coup de gueule et en même temps un petit coup de cœur, c'est que je participe à pas mal de conférences, genre de choses en ce moment sur l'entrepreneuriat, et à chaque fois on me pose la question, mais c'est pas trop dur en France, il n'y a pas trop de contraintes pour monter sa boîte. Moi j'aimerais bien, je pense que je vais m'inscrire dans un message répété à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Je pense que la France est le meilleur pays du monde pour monter sa boîte. Tu le disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses. Xavier Niel vous en sorcelez là. Non, même pas, je l'ai jamais rencontré. C'est un paradis fiscal, c'est ce qu'il disait. Je sais pas si c'est un paradis fiscal, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Déjà, il y a la formation des jeunes, il y a l'encadrement, il y a tout plein de réseaux, le réseau entreprendre, plein de choses pour aller chercher les premiers financements d'amorçage. Les banquiers, ils sont chiants, mais au final, quand on fait le boulot, on arrive à faire sortir. Pourquoi ils vous posent cette question à chaque fois, à votre avis ? Parce que je sais pas, parce que c'est peut-être une façon de se rassurer, de pas se lancer, de se dire non, je le fais pas parce que c'est trop difficile, j'en sais rien. Mais c'est vrai que systématiquement, c'est 100% du temps où je raconte l'histoire de la boîte, on me dit mais c'était pas trop dur en France de démarrer, il y a pas trop de contraintes. Et je dis franchement non, et je connais pas bien les autres pays parce que je suis pas allé, mais j'ai pas démarré là-bas, mais je pense que c'est plutôt plus dur qu'ici en France. Donc voilà, on arrive à se le mettre dans le crâne. Bon, alors un message à tous les speakers qui invitent Guillaume Gibault sur la prochaine conférence, changez vos questions, sinon pas d'accord. Bon, merci messieurs en tout cas d'avoir participé à ce live de Entrepreneur le Live. Vous retrouvez bien sûr les replays sur We Do Biz. On vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Entrepreneur le Live sur We Do Biz.